Thermodynamique, premier cours. Mathieu Genet de retour à la demande générale. J'ai pris le temps de faire le vidéo en asynchrone sur YouTube et je vous présente tous les concepts pertinents, essentiels pour faire les exercices et pour réussir l'examen. On commence. La première chose dans la thermodynamique dont vous voulez entendre parler, c'est la température. En fait, il est important de faire la distinction entre température et chaleur. Dans le langage courant de tous les jours, on emploie température et chaleur de façon aléatoire pour désigner essentiellement la même chose, mais en science, on va référer à la température comme étant la mesure de l'agitation moléculaire. C'est-à-dire que toutes les molécules sont en mouvement à cause d'une certaine énergie cinétique non nulle naturellement dans les solides, les liquides, les gaz. Et plus la température est élevée, plus on va dire que la mesure qu'on fait avec le thermomètre est grande et c'est ce qu'on appelle la température. Cette agitation moléculaire-là, elle n'est pas perceptible. Là, si on faisait un zoom sur un solide, là, ça se passe au niveau moléculaire. Là, donc, c'est des liaisons qui sont entre chacune des particules microscopiques et ça gigote là, très peu, mais très rapidement. C'est une espèce d'énergie de vibration et on peut évidemment pas sentir cette vibration-là. Mais au niveau macroscopique, ce qu'on ressent avec nos sens à nous et les instruments qu'on a pour le mesurer, c'est une élévation de la température. Les trois échelles, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Vous les connaissez probablement déjà. L'échelle Celsius, la plus pratique, la plus utilisée, en tout cas en Europe et puis au Canada, là, à l'international et de loin. Les Celsius, là, c'est une échelle qui a été construite autour du point de congélation de l'eau et autour du point d'ébullition de l'eau. Donc, on a fixé à 0 degrés Celsius le point de congélation et à 100 degrés Celsius le point d'ébullition de l'eau pure. Et c'est une échelle là, qui, à 0 et pas au 0 absolu. Hein. Le 0 Celsius, on peut descendre plus bas, vous le savez. Au Québec, là, on a des hivers qui descendent facilement en dessous de 0 tout le temps. Et on peut descendre jusqu'à une certaine limite de moins 273,15 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Et on a une autre échelle, l'échelle Kelvin, qu'on utilise en sciences régulièrement, qui, elle, a des degrés de la même largeur qu'un degré Celsius. Si on faisait un zoom là, et qu'on regardait 1 degré Celsius et 1 degré Kelvin, c'est large comment? On verrait que c'est la même largeur. Par contre, il y a un décalage, c'est que l'échelle Kelvin, là, à 0 Kelvin, il n'y a pas de degré en passant, c'est 0 Kelvin, on est au zéro absolu de l'échelle Celsius. Mais c'est la même largeur. Donc, pour passer d'une à l'autre, on a seulement à soustraire ou additionner 273,15 degrés. Pour la Fahrenheit, c'est une autre histoire. Là. C'est une échelle qui est très, très, très à la mode aux États-Unis, entre autres, où la plupart des thermomètres là, sont encore gradués en Fahrenheit. L'échelle est pas linéaire par rapport au Celsius et puis au Kelvin. Et puis, il faut faire une transformation un peu désagréable là, pour obtenir la température en Fahrenheit à partir des Celsius. On doit faire 9/5 fois notre température en Celsius plus 32 degrés. Et puis, pour obtenir les Celsius à partir des Fahrenheit, c'est le contraire. On a 5/9 divisé par 5/9 fois la température en Fahrenheit, moins 32 préalablement soustrait. Et on essaie d'éviter cette échelle-là quand c'est possible. Malheureusement, il y a plusieurs cadrans qui sont encore gradués comme ça et on doit dealer avec. Deuxième chose dont vous voulez entendre parler après la température, c'est la chaleur. La chaleur, ce n'est pas la mesure de l'agitation moléculaire, c'est une quantité d'énergie thermique qu'on va mesurer en joules, comme l'énergie cinétique, comme l'énergie n'importe quoi, là. Et puis, vous entendez l'oiseau, hein? Oui, c'est Pichou. J'ai pas le choix de le garder ici, et puis on entend ses cris. Faut vivre avec. La chaleur a 3 effets particuliers là auxquels on va s'attarder. Premièrement, l'augmentation de la température suite à un apport de chaleur qu'on appelle delta Q, mesuré en joules, qui peut être généré par une flamme, un feu, un élément chauffant, n'importe quoi. Et cet apport-là de chaleur va faire augmenter la température du liquide ou du solide qui reçoit la chaleur. L'équation qui nous intéresse et qui va être fournie à l'examen, c'est delta Q qui représente le transfert de chaleur. Je vous rappelle que delta, la lettre là, triangulaire grecque, représente une variation. Dans notre cas, cette variation-là, c'est en fait un déplacement de l'énergie Q d'un endroit vers un autre endroit.
ce changement-là d'énergie, qui peut être positif ou négatif en passant, on le verra tout à l'heure, va générer sur un objet d'une certaine masse M en kilogrammes et de capacité thermique massique donnée. La capacité thermique massique, c'est une propriété caractéristique et on va vous fournir un tableau qui ressemble un peu à celui-là. Là, c'est le tableau 12.1. Synonyme chaleur massique en passant, c'est la même chose. C'est la variable C qui est en fait une constante pour différents matériaux et qui est une propriété caractéristique. Le tableau qu'on vous fournit là possède les matériaux les plus courants qui sont utilisés dans les exercices. Un détail peut-être, c'est que l'eau, H2O, est présente sous ces trois phases. L'eau liquide possède une chaleur massique de 4186, mais la glace, elle, a une chaleur massique différente, même si en fait il s'agit de la même substance. Comme la phase a quelque chose à jouer dans la chaleur massique, vous devez utiliser des valeurs qui sont différentes. Vous voyez aussi la vapeur d'eau, elle, aussi a une chaleur massique différente de l'eau et de la glace. Donc c'est à prendre en considération et vous devez faire attention à la phase lorsqu'on parle de l'eau en général. Ensuite, il va y avoir delta T. Delta T, c'est la variation de température. T pour température, delta pour variation. Donc, c'est la différence entre la température finale et initiale de notre objet de masse M et de capacité thermique massique C. On voit là qu'un delta Q va produire un delta T proportionnel de l'autre côté. L'autre effet intéressant d'un apport de chaleur ou d'un retrait de chaleur, hein, on peut manger la chaleur qui était dans un objet là, et l'extraire de là. C'est le principe des frigos puis des congélateurs, des aires climatisés aussi. C'est qu'on va avoir un changement de phase. Donc, on va passer de la phase solide à la phase liquide, ou de la phase liquide à la phase gazeuse, ou de la phase gazeuse à la phase liquide. Bon, vous avez compris, on a trois phases, là, solide, liquide et gazeux, et puis on peut se déplacer d'une phase à l'autre en apportant de la chaleur. À noter que le changement de phase ne crée pas nécessairement d'augmentation de température. Vous avez les quantités de chaleur nécessaires pour la fusion et pour l'ébullition, donc la vaporisation de l'aluminium, du cuivre, de l'or, du plomb, de l'eau, dans le tableau qui est fourni là en annexe. Nous, on s'intéresse généralement à l'eau avec une température de fusion qui est à 0, une chaleur latente de fusion de 334 fois 10 à la 3. Ça veut dire qu'il faut fournir 334 kilojoules à 1 kilogramme d'eau pour la faire fondre. Donc, c'était initialement de la glace, de l'eau sous forme solide. Et lorsqu'on fournit 334 000 joules à 1 kilogramme de glace, ben, il va pas augmenter sa température. La glace va rester à 0 degré Celsius, mais ce sera plus de la glace, ça va être de l'eau. Donc, on ajoute de la chaleur, mais ça ne crée pas d'augmentation de température. La température reste collée là, figée. Par contre, la phase change et ça coûte cher. Ça coûte beaucoup de joules faire changer la phase d'un élément. L'équation qui nous intéresse, c'est delta Q encore, qui représente l'apport de chaleur ou le retrait de chaleur, est égal à la masse de ce que vous voulez faire fondre, ébullitionner ou changer de phase, multiplié par L, la chaleur latente, correspondant au bon changement de phase, tel que trouvé dans le tableau que je viens de vous montrer. Dernière conséquence d'un apport d'énergie thermique à un objet, c'est la dilatation thermique. On a trois types de dilatation. La dilatation en une dimension, qu'on appelle la dilatation des longueurs, qui va générer une augmentation delta L de la longueur d'une tige, par exemple, ou d'un objet comme un fil de fer, un fil de cuivre, une corde de guitare, quelque chose dans ce genre-là, qui est un objet essentiellement à une seule dimension. Pour calculer ça, vous avez besoin de la longueur initiale L0. Je l'ai représenté ici en vert, la longueur initiale de la tige avant l'apport de chaleur. Vous avez besoin de alpha, la coefficient de dilatation linéaire. Ça aussi, c'est fourni dans le tableau 12.3, toujours sur la même feuille. Vous l'avez pour plusieurs matériaux et vous venez consulter ce tableau-là. Par exemple, pour une tige de cuivre, on aurait 16,0 fois 10 à la moins 6. Ce sont des tout petits coefficients.
qui nous disent qu'à chaque fois qu'on ajoute là une certaine quantité de chaleur, on va se ramasser avec une élongation de la longueur de notre objet. L'élongation delta L vient s'ajouter à la longueur L0 et delta T, encore une fois, c'est température finale moins température initiale. C'est quelque chose qui peut être positif ou négatif et qui va engendrer un delta L positif ou négatif. Positif pour une dilatation et négatif pour une contraction thermique. On peut faire la même chose avec les surfaces en 2 dimensions. On va appeler ça delta A à ce moment-là et on va avoir A0, la surface initiale. Je peux vous le dessiner. Ça, ce serait A0 et on aurait une augmentation de la surface comme ça, delta A, qui vient s'ajouter à la surface initiale. À ce moment-là, on doit prendre 2 fois le coefficient de dilatation linéaire pour obtenir ce qu'on appelle bêta, le coefficient de dilatation surfacique, qui est bêtement 2 alpha. Même principe avec le volume. On a gamma qui est égal à 3 alpha. Donc, on prend pas le temps de vous donner les bêta puis les gamma, comme c'est si simple à calculer. On fait une multiplication par 2 ou par 3 du coefficient linéaire et on peut obtenir pour les objets à 3 dimensions là, le coefficient gamma qui nous permet de calculer la variation de volume compte tenu du volume initial pour une certaine augmentation de température. Donc, essentiellement, ce sont les 3 conséquences d'un apport d'énergie thermique sur un objet. Maintenant, vous voulez entendre parler des diagrammes température-chaleur. Les diagrammes température-chaleur nous permettent de visualiser la thermodynamique lorsqu'on chauffe ou qu'on refroidit un ou plusieurs objets qui sont ensemble dans un thermos ou un endroit isolé. Par exemple, imaginons là un cas très très simple où on a un seul objet, 1 kilogramme d'eau, mais initialement sous forme de glace ici, et on commence à chauffer ce bloc de glace-là de 1 kg. Alors, on a Q qui va augmenter parce qu'on ajoute au fur et à mesure que le temps passe de plus en plus de chaleur. Et une des conséquences de ça, c'est évidemment l'augmentation de température, mais aussi les changements de phase. Regardez bien ce qui se passe. Dans la première partie, j'appelle la partie numéro 1, on a de la glace. Notre bloc de glace de 1 kg est sous forme solide et on va chauffer. Et là, on pourrait se demander, mais combien il faut chauffer pour atteindre 0 degré Celsius? Parce qu'à 0 degré, il se passe quelque chose de spécial. Il va falloir prendre une pause et puis faire fondre, si on continue à ajouter de la chaleur Q, notre bloc de glace. Mais concentrons-nous seulement sur la première partie où on augmente la température du bloc de glace, qui était peut-être, prenons des chiffres, de moins 15 degrés Celsius jusqu'à 0, avant qu'il se passe quelque chose de spécial qu'on appelle la fonte. On consulte notre tableau et on vient chercher pour la glace 2093. Donc, ça nous donne delta Q1 est égal à MC delta T, mais le C, c'est 2093. Et puis, le delta T, qu'est-ce que ça va être? C'est la température finale, 0, parce qu'on finit à 0, moins la température initiale, qui était de moins 15, comme ça ici. Et puis, le M, dans notre cas, c'est 1 kg. Donc, c'est simple comme ça. Si on veut calculer combien de chaleur il faut fournir à notre kilogramme de glace pour monter sa température à 0, mais pas pour le faire fondre, juste pour le réchauffer à une température qui va permettre la fonte, on prend 1 kg fois 2093 multiplié par 0 moins 15, ça fait plus 15. Comme ça ici. Et on trouve un delta Q qui, visiblement, est positif. Ça veut dire qu'il va falloir fournir de l'énergie à la glace et que la glace va accepter cette énergie-là. Donc, on parle d'une réaction qui est endothermique. Endothermique, c'est le contraire de exothermique. Endothermique, ça veut dire qu'il nécessite de l'énergie thermique pour fonctionner. Donc, notre augmentation de température, elle est endothermique puisqu'elle nécessite de l'énergie et c'est associé avec un signe positif pour le delta Q. Les réactions exothermiques, eux, produisent de l'énergie, relâchent de l'énergie dans l'environnement et c'est le contraire. On aurait à ce moment-là un delta Q qui serait négatif pour les réactions exothermiques. La fonte, c'est aussi une réaction endothermique. Si vous voulez calculer le delta Q qui est associé à la fonte, on fait delta Q égale mL, avec le L qui est la chaleur latente associée à la fonte de la glace. On trouve ça dans le tableau, 334 fois 10 à la 3 pour la fusion. Donc le M
on sait encore que c'est 1, mais le L, ça va être 334 000 ou 334 fois 10 à la 3. Et on peut calculer combien ça coûte de joules pour faire fondre la glace. Vous avez compris le principe. On peut écrire des delta Q pour chacune des parties qui sont ici. Ici, on aura encore la masse 1, mais attention, c'est plus de la glace, c'est de l'eau. Donc, on va avoir 4186 pour la capacité thermique massique. Et puis, le delta T, qu'est-ce que ça va être? Bien là, on part de 0 et on s'en va jusqu'à 100. Donc, on aurait delta T qui est égal à finale 100 moins initial 0, donc plus 100. Et on va encore finir, on peut le calculer avec un delta Q3 qui est positif. Pour l'ébullition, on peut le calculer aussi. On va avoir la masse fois L, mais là, c'est plus le même L. On consulte le tableau et on se rend compte que pour l'eau, lorsqu'on veut vaporiser, c'est 2260 fois 10 à la 3. 2260 fois 10 à la 3. Ça coûte cher, hein? C'est des grosses réaction avec beaucoup de kilojoules en jeu, l'ébullition et puis la fonte. Tandis que réchauffer là, d'1 degré Celsius, ça coûte pas cher, mais quand il faut en faire 100, là, ça commence à coûter cher aussi. Et puis là, on pourrait continuer avec la vapeur, avec un delta Q5, mais vous avez compris. Et puis, on peut additionner toutes ces delta Q-là pour passer du début jusqu'à la fin avec des températures initiales et finales. Lorsqu'il y a un seul objet qu'on chauffe ou qu'on refroidit, c'est amusant, il y a des changements de phase, ceci, cela. On est capable de calculer la température initiale, la température finale. On est capable de trouver des inconnus si on nous en place volontairement dans les équations. Mais la partie qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle la méthode des mélanges. La méthode des mélanges, c'est lorsqu'il y a au moins deux objets ou deux substances différentes qui sont emprisonnées en même temps dans un thermos fermé dans lequel il n'y a pas d'échange de chaleur entre l'intérieur du thermos et l'environnement. Et puis, on va venir s'intéresser à ce qui se passe et surtout à la température finale. Regardez bien le dessin. C'est encore un diagramme là, T en fonction de Q, oui, mais en fonction du temps aussi. Là, au fur et à mesure que le temps coule, la chaleur va passer d'une place à l'autre. J'ai pas mis Q sur l'axe ici parce que les échanges de chaleur se font entre l'objet rouge et l'objet bleu. Dans mon exemple, j'ai 3 kg d'acier. Ça, c'est beaucoup d'acier, mon ami. À 125 degrés Celsius, ça, c'est chaud. Et puis, j'ai une toute petite quantité de glace, genre 2-3 glaçons, là, 200 grammes de glace qui commence à moins 4. Et on se doute bien que nos 3 kg d'acier brûlant vont faire fondre les 200 petits grammes de glaçons. Non seulement ça va fondre, mais probablement ça va réchauffer, mais c'est pas la glace qui va réchauffer, c'est rendu de l'eau. Et on s'intéresse à trouver la température finale. Dans la plupart des problèmes, on vous demande « Hey, es-tu game, jeune étudiant Jedi de la physique, de trouver la température finale du mélange de 2 ou 3 ou plus de substances qu'on a fait? » Et toi, t'es supposé répondre « Oui, monsieur, je suis prêt, tassez-vous, j'arrive. » Et comment on fait? Ben, l'équation est ici. On dit que rien ne se perd, rien ne se crée, et on applique le principe de conservation de l'énergie thermique. Ça veut dire que la somme des delta Q, soit endothermique lorsqu'on reçoit de l'énergie, et exothermique lorsqu'on en donne, ben ces échanges de chaleur-là entre les composantes du mélange, comme il n'y a pas de perte d'énergie, tout ça doit donner 0 lorsqu'on fait la somme. Regardez bien, je vais construire cette sommation-là ensemble et on va être capable d'isoler la température finale. Pour la glace au début, de moins 4 jusqu'à 0, regarde bien, on écrit delta Q1 est égal à la masse de glace, 0,2 kg, fois la capacité thermique massique de la glace, 2093, multiplié par température finale, que je connais vraiment pas, moins la température... Pardon, oui, je la connais. Regardez, je passe de moins 4 jusqu'à 0. Que dis-je? C'est 0, le final, moins initial, moins 4. Parfait. Ensuite, pour la fonte, c'est delta Q2 qui va être égal à ml. La masse, 0,2. L, c'est... Faut pas que je me trompe, je vais consulter le tableau. 334 comme tantôt, fois 10... à la 3. On fait une petite réflexion rapide. La fonte, c'est quelque chose qui nécessite de l'énergie. Donc,
c'est positif. Hein? Si jamais là on avait le doute ou on était tenté de mettre un moins, on réfléchit et ça donne du plus. Je l'ai mis en vert à côté. Là. Ensuite, pour l'eau, qui va être... En fait, c'est la glace, mais qui est même temps de l'eau. On va avoir delta Q3 qui va être égal à la masse. C'est 0,2, mais à place d'être de la glace, c'est rendu de l'eau. C'est correct avec nous. Et puis l'eau, c'est 41,84 sa capacité thermique massique. Et là, on a un petit bug, c'est qu'on connaît pas la température finale. C'est une inconnue, mais on connaît l'initiale. On était parti de 0. Donc, on écrit ça comme ça. Et il nous en reste un, c'est l'acier. Delta Q4 est égal à... On part de 125 pour aller à 0. On a 3 kg. On consulte le tableau pour l'acier. 452,1, mais je ne l'écris pas, fois température finale que je connais pas, moins température initiale, 125. Ça, là, il y a des bonnes chances. En fait, c'est certain que TF est plus petit que T initial 125. Donc, c'est sûr que ça donne du négatif delta Q4. Et il faut que ça donne du négatif parce que là, on a du plus, puis du plus. Fait qu'au bout de la ligne, là, il faut que ça se contrebalance quelque part. Et on écrit delta Q1 plus delta Q2 plus delta Q3 plus delta Q4 égale 0. Fait que là, tu prends ton delta Q1, tu mets ça là-dedans. Tu prends ton delta Q2, tu mets ça là-dedans. Le Q3 aussi, le Q4 aussi. Oups, il est ici. Et ça va donner une équation avec une seule et unique inconnue. C'est la variable TF qui représente la température finale. C'est une équation, une inconnue. Tu isoles TF là-dedans, tu donnes ta réponse et t'es fier de toi. Tu peux te high-fiver toi-même. Le devoir est rempli de comme ça. Il y a un cas particulier et tu vois dans ma voix que j'ai de la peine là. C'est la partie plus compliquée et je vais vous laisser l'explorer par vous-même. C'est lorsqu'on a un résultat hétérogène. Chaque personne le comprend d'une façon différente et ce serait bien gênant de ma part là, de vous enseigner une méthode pédagogique unique. Moi, je le vois d'une certaine façon, mais il y a beaucoup d'étudiants au fil des sessions qui m'ont dit que ma méthode leur convenait pas. C'est pas comme ça qu'ils le visualisaient, eux. Je vous le présente là, de façon le plus neutre possible et je vous explique comment ça fonctionne. Vous le traiterez de la façon que vous voulez. Le résultat hétérogène, là, un des exemples les plus simples qu'on peut imaginer, c'est de prendre une petite bille d'acier très chaude, mais juste 20 grammes, une affaire de rien, là, et de lancer ça dans une grosse quantité de glace qui est déjà à 0 degré Celsius, mais sous forme de glace, là, qui n'a pas commencé à fondre. Et là, vous vous doutez bien que la bille d'acier, elle a beau être petite, elle a de la chaleur qui est emmagasinée en elle, et elle va donner sa chaleur au bloc de glace, et elle va sûrement faire fondre 2-3 des glaçons, là, mais pas au complet. Regarde, j'ai même calculé la chaleur qui est disponible dans la bille d'acier qui va passer de 150 jusqu'à 0, ça nous donne 1356 joules qui est disponible dans l'acier. On peut le calculer de la façon suivante pour être donné à la glace qui, elle, va recevoir ces joules-là. Donc, notre acier, dans le meilleur des mondes, là, elle contient de l'énergie. Elle va passer de 150 à 0. Elle descendra pas plus bas que ça. Il n'y a rien dans le mélange qui est en bas de 0. Et il y a juste 1356 joules de disponibles là-dedans si elle descend jusqu'à 0. Mais pour faire fondre, pas pour monter la température, là, juste pour la fonte de la glace, tiens-toi bien, ça prend, je pense que j'ai oublié un 0, ça prend 1,2 joules d'énergie thermique. Fait que là, tu comprends bien qu'on n'a pas assez, là. Fait que la glace, elle va pas fondre au complet. Et on va se ramasser avec un mélange hétérogène, de là le nom, avec une certaine masse d'eau puis une certaine masse de glace. Ce que les étudiants font d'habitude, et c'est là où je vais arrêter de parler, parce que tu le vois bien de la façon que tu veux, c'est qu'ils vont se dire, ben écoute, là, j'ai 1356 joules de disponible. Combien de masse de glace je peux faire fondre avec ça? Fait qu'ils font le calcul, ils prennent le 1356 et ils disent que ça, c'est le Q disponible. Et ils prennent, la chaleur latente de la glace 334 fois 10 à la 3, et ils trouvent le M qui est associé à ça. Ils disent, bon, ben super, il y a un certain nombre de kilogrammes de glace qui est fondu, c'est devenu de l'eau. Maintenant, cool. Qu'est-ce qui se passe avec la réponse? Ben, ça veut dire qu'on va avoir cette quantité-là d'eau. Et puis le reste, c'est probablement le 3 kg moins ce que tu as calculé.
ça va rester de la glace. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec l'acier? Ben, écoute, elle est collée à zéro. Elle a perdu toute la chaleur qu'elle avait, puis elle ne peut plus rien faire. Vous explorerez ça avec les diagrammes de la façon que vous voulez, mais trouvez une méthode pour solutionner ces problèmes-là, puis les comprendre. Ce que je vous ai montré fonctionne, mais il y a des étudiants qui n'aiment pas ça et qui ont d'autres approches. Là-dessus, c'est tout pour la thermodynamique. Vous faites les exemples, il y a les réponses à la fin et vous me donnez des nouvelles si vous avez des problèmes.